Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir pour le podcast Les Athlètes de l'entreprise. Je suis Gwenaël Saquin, dirigeant de l'ODL Conseil Formation et créateur du concept Campus Club Formation, qui est un programme de formation et d'accompagnement des entreprises sur les domaines des activités mentales, cérébrales et des activités physiques au service de l'entreprise. Alors, le campus sponsorise le podcast avec déjà 5 épisodes qui sont sortis. Et donc, je vous invite à vous abonner à la newsletter et à aller sur vos plateformes préférées pour écouter ce podcast et mettre des bonnes étoiles si le podcast vous plaît. Alors, j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui, pour plein de raisons, et on va le découvrir au fil du podcast, d'accueillir Antoine Rigaudot, un ancien joueur français de très haut niveau, évidemment à l'équipe de Cholet et de Pau, et aussi à l'international. On va revenir là-dessus. Bonjour Antoine, Bonjour, ravi de t'accueillir. Donc, merci à vous de m'accueillir, surtout. ouais, Très heureux de pouvoir échanger avec vous autour de thèmes très intéressants. super. Tu es où là? Alors, tu nous parles d'où? Alors là, je suis chez moi. Je suis résident espagnol depuis une vingtaine d'années, donc voilà, à Valencia. Et je viens régulièrement sur la France parce que j'ai encore de la famille sur la France et des amis, surtout dans la région de Cholet. Et puis pour des activités auprès de la formation du jeune joueur, je pense qu'on en reparlera plus en avant dans ce podcast. Bien sûr, bien sûr. On va parler de tout ça et des jeunes, les forces vives du basket et voilà, et aussi des entreprises. On parlera aussi de ça, bien sûr. Alors, en quelques lignes, on a préparé une bio ensemble pour te présenter au mieux. Tu es né donc le 17 décembre 71 à Cholet. Donc, tu es un ancien joueur international français de basket, évoluant au poste arrière meneur, qui était ton double poste, on va dire, de prédilection. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, tu es intronisé à l'Académie de basketball français en 2010 et au FIBA Hall of Fame en 2015, avec cette notion internationale pour le coup. Tu as donc, comme tu le précises d'ailleurs, commencé ta carrière à Cholet. Enfin, déjà, tu es né à Cholet et tu as fait démarrer tes premières armes à Cholet Basket, où tu as joué de 87 à 95 et tu as remporté d'ailleurs 4 titres de MVP français. Tu as été dans les clubs 5. Oh là là, 5. Mince, il y en a un qui a été oublié. Donc, tu as rejoint un des autres clubs phares à l'époque, qui est Pau Orthez. Alors, je ne sais pas si ça s'appelait déjà les Lambert-Harlay, mais c'était voilà, Si. comme ça. C'était déjà le cas. Où tu remportes le titre de championnat de France en 96. C'est le cas, C'est hein, ça. c'est le cas. Ouais. Et là, tu as changé de pays pour le coup, pour aller au Virtus Bologne, qui s'appelait, si je ne dis pas de bêtises, le Kinder Bologne encore à l'époque. C'est ça, en Italie, et déjà en France aussi d'ailleurs, ça commence à être le cas d'avoir des noms de partenaires, de sponsors dans le nom du club. Et donc à Bologne, en effet, c'était le sponsor principal, c'était le groupe Ferrero, et donc Kinder. Et voilà, ça s'appelait la Virtus Kinder Bologne. Kinder Bologne. Et donc, tu avais démarré par Pitch Cholet, tu étais dans les petits plaisirs sucrés, on va dire ça comme ça, à l'époque. C'est ça, on était toujours un peu dans l'alimentaire. Alors, pour en revenir à Pitch, hein, même si on commence un petit peu déjà et on va continuer Ouais, sur la ouais. bio, c'est, je crois, un des premiers clubs qui a utilisé le naming au niveau de Ouais. Pitch Basket en associant à la marque Pitch du groupe Pasquier. Tout à fait. C'était, alors, à ma connaissance, je pense que dans le basket, c'était le premier à le faire. Et d'ailleurs, Louis-Marie en parle. Comme tu fréquentes aussi Louis-Marie Pasquier, bien sûr, il y avait eu de la réticence, beaucoup des médias à l'époque, parce que le naming, c'était pas quelque chose du tout d'habituel dans les clubs de basket. Et voilà. Alors, je me suis toujours dit dans un petit coin de ma tête que Brioche Pasquier avait peut-être copié un petit peu Kinder, voilà, qui était avant eux. Ça s'appelait Kinder Bologne. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle initiative. Ouais. Ouais, ouais, non, il y avait peut-être, en y réfléchissant, peut-être le Racing Club de France avec Adia. Je suis pas sûr, hein, mais en tout cas, c'est sûr que Cholet Basket, quand tu es arrivé Cholet Basket au haut niveau, qui s'appelait bien Pitch Cholet Basket. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, alors pour poursuivre sur ta carrière, donc tu as remporté l'Euroleague en 98 et 2001, hein, à Bologne, voilà, et puis plusieurs titres nationaux. Et donc, tu as fait un passage aussi en NBA.
voilà, dans les premiers joueurs français à avoir tenté cette aventure-là NBA pendant quelques mois aux Mavericks de Dallas. Voilà, et tu es revenu après en France, terminer ta carrière à Valence où tu résides aujourd'hui, si je comprends bien. Alors, en Espagne, En sud Espagne. d'Espagne, ouais. Ouais, Espagne, pardon. Ouais. J'avais la possibilité de rester en NBA, j'étais sous contrat, sauf que voilà, je prenais pas le plaisir et je m'épanouissais pas comme je souhaitais m'épanouir du club où j'étais, et en NBA. Donc, j'ai décidé de revenir en Europe pour avoir le rôle que je voulais et que j'ai toujours voulu avoir dans mes différents projets, c'est-à-dire avoir un peu de leadership, beaucoup de leadership dans un projet et dans une équipe, ce qui était beaucoup plus facile pour moi sur le sol européen plutôt que. Ok, donc on y reviendra aussi évidemment, toute cette belle expérience internationale et qui t'a amené à rester à l'international, hein. Il y a pas très longtemps, et j'invite les auditeurs d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai réalisé avec Jamil Maléran, qui est proviseur de lycée, avec lequel on avait fait plein de choses à l'époque au lycée de Chemillé et dans les lycées Choletais, et qui est lui aussi à l'international. Donc ça y est, le podcast on franchit des étapes là, avec toi et Jamil là, il y a 15 jours. Donc, alors, évidemment, on a parlé des clubs, mais un point essentiel aussi, l'équipe de France, hein, c'est l'équipe de France avec ta participation à plusieurs compétitions internationales, avec en particulier ce qui est très célèbre et qui était quand même un des titres majeurs des sports collectifs français, et en particulier du basket, c'est la médaille d'argent à Sydney, hein, en 2000. C'est ça, ça faisait un certain nombre d'années que le basketball français n'était pas représenté à Sydney. Et en 2000, il y avait non seulement l'équipe masculine, mais également l'équipe féminine. Et voilà, on a eu la chance de pouvoir aller assez loin dans la compétition puisqu'on a ramené la médaille d'argent. Ouais, et ça a lancé quand même quelque part des belles années, enfin quelques dizaines d'années un peu belles quand même du basket français, quoi. Ouais, bah c'était un peu aussi le début d'une révolution niveau du monde du sport en Europe et puis du basketball. Le basketball en a profité ouais, avec l'arrêt Bosman, la possibilité d'aller jouer en Europe, d'acquérir beaucoup plus d'expérience, de jouer dans des grosses équipes où il y a une certaine concurrence, où l'aspect compétitif est très important parce que pour moi, par exemple, quand je suis arrivé en Italie, la chose la plus importante qu'attendaient surtout les supporters, c'était de gagner. Donc, il fallait tout mettre en œuvre pour gagner. Ce qui fait que l'équipe de France en a profité parce on avait des joueurs qui étaient habitués à être devant des sommets à atteindre assez élevés. Et cette expérience-là fait que ça nous a permis d'aller chercher cette médaille et de lancer un petit peu ce qui allait venir après avec les générations qu'on a connues et qui vont eux, en plus encore continuer à mondialiser le basketball français voilà, en envahissant la NBA. Ouais, ouais, en poursuivant ce développement à l'international. Donc, il y a eu aussi une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2005 avec l'équipe de France, hein, dans la continuité. Et alors, et là, on remonte un peu dans le temps, mais tu as été champion du monde militaire aussi. Alors là, parce que tu as fait ton service militaire, si je comprends bien, quoi. Ouais, ouais, non, mais super, super, parce qu'en général, on oublie toujours ce titre, mais voilà, je le rappelle toujours. Donc, j'ai fait mon service militaire, et puis c'est une vraie super belle expérience, parce que on est encore, voilà, dans des tournois où on rencontre toutes sortes de personnes du monde entier. Et puis là, pour le coup, on sort un petit peu du cadre sportif, parce qu'on joue comme de temps en temps, enfin, certaines équipes sont vraiment des vrais militaires, quoi. Donc, il y a un aspect un peu différent et d'approche du résultat qui est un peu différent. Alors que nous, on était tous des joueurs professionnels, on était en activité et on était au bataillon de Joinville, voilà, comme c'était l'étude à cette époque-là. À l'époque, ouais. Et c'était pas le cas forcément de tous les pays, quoi. Pour le coup, d'avoir des Non, joueurs non, pro non, qui le sait. Voilà. non, il y avait vraiment des équipes c'était vraiment des militaires. Et nous, on restait voilà, concentrés sur notre compétition et c'est toujours très intéressant. Voilà, ça nous permet aussi de jouer sur des nations enfin, on rencontre jamais dans des sélections, dans des championnats mondiaux, que ce soit Jeux Olympiques ou du monde. Voilà, comme on avait joué contre Dubaï, les Émirats Arabes, comme ça. Ah bon. Les équipes qui se qualifient jamais en général pour ce style Ouais, ouais, pour grosse des grandes compétition, compétitions, ouais. comme dans la compétition. Et donc c'était intéressant aussi de voir comment toutes ces nations évoluent et avec les différences et en même temps tout le monde est dans les mêmes règles sur un terrain en train de vouloir gagner le match. Ouais, super, c'est une belle. Moi aussi, je garde un bon souvenir de mon service militaire où j'ai eu la chance d'être embarqué sur une frégate anti-sous-marine et voilà, et de voyager. Ah, c'est Donc, super.
J'ai goûté à la mer, donc je suis revenu dans le golfe du Morbihan pour poursuivre l'aventure, on va dire ça comme ça. Et alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ton héritage dans le basket français et international reste marqué par voilà, des performances exceptionnelles, voilà, les titres, et puis et ton leadership évidemment sur le terrain. Et puis, si on revient de manière après ta carrière, donc tu as eu quelques missions voilà, dans le basket pro en France, et finalement assez vite, tu as voulu plutôt te concentrer pardon, auprès de missions auprès de jeunes basketteurs, hein, parce que c'est vraiment ta priorité. Et donc, tu joues aujourd'hui un rôle d'ambassadeur de la. Alors, LNB Légende, alors on dit quoi en fait? C'est ambassadeur, c'est LNB Légende? Bon, c'est la Ligue nationale de basket veut mettre en avant l'histoire du basketball et a créé un programme de LNB Légende, donc des joueurs avec certains critères pour pouvoir rentrer dans ce programme-là, qui ont marqué un peu beaucoup la Ligue nationale de basket. Et à travers ce programme-là, bon, il y a différents événements, les interventions, et en particulier, on va à la rencontre des futurs jeunes joueurs, jeunes talents du basketball français pour voilà, partager, transmettre et démontrer sur le terrain qu'il y a certains LNB légendes qui vont sur le terrain pour démontrer ou montrer via des sessions d'entraînement leur vision, et moi j'en fais partie, de ce que doit être l'approche du terrain, c'est-à-dire technique, tactique, comportementale, d'attitude, lors d'entraînement. Et donc, ces entraînements-là permettront de répéter ces gestes-là pendant les matchs. Ce que tu dis d'ailleurs, l'importance, alors tu parles à la fois du technique et à la fois du comportement, à la fois on y reviendra, hein, mais dans les parallèles qu'on peut faire, un joueur de haut niveau aussi, c'est cette double facette, on va dire. On en parlera aussi dans l'entreprise, évidemment. Donc, dans ce cadre-là, voilà, tu as participé, ou tu participes au Young Star Game, hein, où tu coaches une équipe ou general manager d'une équipe de jeunes, hein, dans cette compétition, dans des initiatives qui sont innovantes en fait, hein, voilà, qui contribuent, comme tu viens de le dire, à mettre en avant les jeunes talents. Donc, la formation, c'est important. Et d'ailleurs, ça va engager ma première question, hein, donc, on a parlé déjà de Cholet, bon, qui est ta ville de naissance et probablement de cœur, hein, et alors, avec le recul de ta belle carrière, et alors, depuis des années, pourquoi cette ville de province, 50 000 habitants, et aussi portée sur le basket? Alors, je pense que c'est, voilà, historiquement, le basketball a été très présent dans les Mauges et il y a toujours, bien évidemment. Donc, il y a toujours eu un terrain de basketball présent dans les villages aux alentours de Cholet et sur Cholet. Et à partir de là, euh, il y a une émulation qui s'est faite du basketball et tous les clubs dans les années 70-80 jouaient à un certain niveau, c'est-à-dire en deuxième ou troisième division française. Et il y avait une émulation entre les différents clubs et entre, je pense, qui est quelque chose de très important, une identité très forte de chaque clocher. Donc un certain esprit compétitif pour pouvoir être plus important que le village d'à côté. Je caricature un petit peu, Ouais, ouais. essayer de vulgariser le plus facilement possible. Et ce qui fait que ça fait une émulation. Et donc, tout le monde restait à un certain niveau. Et quand les jeunes voyaient ça, tout le monde voulait aller jouer au basket et défendre un petit peu les couleurs de chacun de son club. Puis il arrivait un moment où il y a eu une scission au niveau de la Jeune France de Cholet, où la Jeune France de Cholet était en deuxième division nationale. Et il y a un club de Cholet Basket qui a été créé. Et là, le club de Cholet Basket qui a émergé, a grandi les échelons et est arrivé au très haut niveau. Et quand il est arrivé au très haut niveau, il n'est jamais redescendu. C'est un des seuls clubs en France dans les sports majeurs qui n'est jamais redescendu de catégorie 1. La division, ouais. Et là, depuis division, Incroyable. là, depuis donc 35 ans, je crois, en première division. 86, 87, ouais, je crois. Enfin, voilà, Ouais, 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 c'est ça. ouais, ouais. Donc, Ouais. c'est ça, quoi. Donc, et ça fait une émulation qui fait qu'il reste ce côté identité de club autour de Cholet Basket des Mauges. Et puis, Cholet Basket est un peu la locomotive de cette région. Et donc, tout le monde est attiré et tout le monde est plutôt motivé pour pouvoir faire en sorte que le basketball perdure et continue à un certain niveau. À se développer. Et d'ailleurs, et c'est l'objet de ma deuxième question, c'est, alors ok, il y a une région basket, mais
ce qui est assez incroyable, c'est qu'on regarde, si on regarde le basket français en général, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont de très bon niveau, qui ont été voilà, des Laurent Buffard, des Eric Girard, voilà, des gens qui se sont investis beaucoup dans le basket français, qui sont devenus des entraîneurs connus. Il y a eu évidemment des joueurs, ouais. Tu as été le premier certainement au niveau auquel tu as pu jouer. Alors pourquoi justement l'extrême haut niveau, quoi, au-delà du basket? Alors, c'est sûr qu'on peut toujours sortir deux, trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs, deux, trois joueurs, quatre joueurs, quatre entraîneurs. Ouais, Mais si ouais, tu fais le décompte réel, ouais. par exemple du Menelo et de ça, sur la somme totale sur les 30 ou 40 dernières années de personnes qui ont pratiqué le basketball ou qui ont entraîné le basketball, ça fait très peu. Et Ouais. c'est ce qui fait un peu la beauté du très très haut niveau. En fait, il y a très 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 peu d'élus qui arrivent à arriver tout en haut de la pyramide. Moi, je crois que ce qui est plus intéressant, surtout à évaluer, Ouais. c'est le nombre de personnes impliquées autour du monde du basketball. Parce que le basketball est le sport majeur Mm. Mm. dans les Mauges. Donc, comme c'est le sport majeur, ben, il y a beaucoup de monde qui est intéressé, donc beaucoup de monde qui viennent au basketball. Et à partir de là, ben, il y a des joueurs ou des entraîneurs ou des personnalités qui font ils sont performants dans leur mission et ils arrivent à émerger. Et je pense que c'est une émulation entre tout le monde pour qu'il y ait, après, à un moment donné, une personne qui arrive ou plusieurs personnes évidemment, mais qui arrive à sortir un petit peu du lot et qui représente la région des Mauges et la région de Cholet au très haut niveau. La grande force de la région de Cholet, c'est surtout le nombre de passionnés et de personnes qui poussent et qui fait en sorte que le niveau moyen, entre guillemets, c'est pareil de mettre des guillemets sur le niveau moyen, est assez élevé, ce qui fait que pour pouvoir sortir de ce niveau moyen, c'est arriver au plus haut niveau. Ouais, c'est sûr. Moi, quand je suis arrivé à Cholet dans les années 91-92, on va venir d'ailleurs à ce qui m'a amené à Cholet, hein, qui est Brioche Pasquier et Pitch. Mais voilà, tu plonges dans le basket, c'est-à-dire que cette ville-là, elle est tournée vers le basket. Et je me rappelle toujours mon épouse que j'ai rencontrée à Cholet, elle disait dans mon BTS, si tu n'étais pas intéressé au basket, il fallait changer de BTS parce que vous changez de ville, quoi, parce que tout le monde parle basket, quoi. Ouais, non, tout le monde parle basket. Il y a 60 000 habitants, c'est très peu. Et puis, il y a une vraie identité. Je pense qu'aussi les Mauges, Nord-Vendée, Sud-Atlantique, ça, c'est quand même des pays de terriens. Voilà, Ouais. on va dire ça. Donc, c'est les gens qui aiment le travail. Et on sait très bien que sans le travail, il est très difficile d'arriver à quelque part, que ce soit dans le monde, dans l'entreprise ou dans le monde du sport de niveau. Et les gens apprécient les gens qui travaillent. Et quand on arrive au club de chez basket, moi j'ai grandi avec ça. Donc j'ai ça en moi, c'est dans mon ADN. Mais les personnes qui arrivent dans le club de chez basket, si elles veulent exister dans le club de chez basket, elles doivent se mettre au pas du travail, quoi. Elles doivent montrer ils ont une certaine humilité dans le travail. Et c'est les, gens- que ce soit les entraîneurs ou les joueurs qui réussissent, même si aujourd'hui, on est un petit peu dans une conception un peu différente du travail et peut-être qu'on en reviendra, on en reparlera, que ça va beaucoup plus vite tout et qu'il y a beaucoup de changements, surtout au niveau du basketball avec les règles et puis dans le sport en général, hein, tout va très vite. À mon époque, c'était vraiment cette sensation et cette volonté de travail était primordiale pour pouvoir avoir une osmose avec le public qui comprend cette valeur-là du travail. Bah, c'est les valeurs aussi industrielles, on va dire, hein, très fortes, parce qu'il y a eu tout un tissu industriel qui est encore présent, qui a évolué, hein, l'industrie de la chaussure avant, et puis des industries agroalimentaires aujourd'hui et d'autres, hein, industrie du bâtiment aussi avec des fleurons. Et d'ailleurs, hein, tu fais la transition avec la question suivante, puisqu'on va venir au domaine de l'entreprise. Donc, on a parlé de Pitch tout à l'heure, alors c'est évidemment, tu connais Pitch, mais c'est quoi ton histoire avec cette marque en fait? Toi, tu étais côté joueur, évidemment, pour mémoire, hein, le marquage pitch sur maillot date de 1986-87, c'est-à-dire l'année de l'arrivée au niveau de Cholet. Le pitch s'est mis sur les maillots. Toi, comment s'est faite cette rencontre avec cette entreprise et cette Bah, marque? moi, moi, j'étais joueur. Ma priorité était d'être performant sur le terrain et puis de prendre du plaisir. J'avais 16, 17 ans quand Pitch est arrivé dans le club de Cholet Basket. Ce sont les 50 ans de Cholet Basket, je crois, cette année. Et Ouais. il y a des, voilà,
enfin, je crois que c'est commencé déjà dans la presse pour dire les 5 Oui, tous les jours. personnes qui ont fait le club tous les jours. Ouais. Je pense que Michel Léger va être le numéro un, qui est, et le groupe de fondateurs. Je le mettrai en numéro 2, Louis-Marie Paquet et le groupe Pitch, le Ouais. groupe Pasquier. Parce que je pense que cette entreprise-là, qui a surfé sur la vague, je pense, chez les baskets aussi, pour se faire un petit peu plus connaître sur le plan national, même si je suis pas dans le fin fond des secrets de la société Pitch, je suppose que tu peux pouvoir en dire plus que moi par rapport à ce côté-là. Et Louis-Marie bientôt. Et Louis-Marie Mais bientôt. oui, Marie, bientôt, maintenant, oui, je pense que ce sera très bien pour lui poser la question. Je pense que sans ces entreprises-là, je suis pas sûr que Cholet Basket aurait pu avoir cette assise de club, cette structure, cette fondation pour pouvoir continuer au haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, on sait très bien qu'il est important d'avoir une certaine structure et puis un certain confort, entre guillemets, financier. Alors, ça ne veut pas dire que Cholet Basket, à cette époque-là, roulait sur l'or et encore moins aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'il était important d'avoir du sponsoring. Et un sponsor comme le groupe Paquier et Pitch était plutôt bienvenu pour Cholet Basket. Mm, mm, mm. Alors, Et bah, par rapport à Pitch, moi, je trouvais ça super intéressant parce que je trouvais que justement, j'étais plutôt dans cette dynamique-là de naming, d'avoir voilà, un peu plus de modernité dans le monde du sport. Et moi, je m'intéressais un peu, donc je trouvais intéressant aussi de poser pourquoi le groupe Pasquier voulait sponsoriser. Donc, je pense qu'il y a le côté géographique. Il y avait le côté évidemment business, donc se faire connaître sur le territoire français et à l'étranger. Je pense qu'il y a cette truc-là. Et puis, il y avait un truc qui m'avait intéressé, que j'avais entendu, c'est que le basketball était un sport très intéressant par rapport au développement de la marque Pitch, puisque ce sont des petites brioches fourrées au chocolat à l'époque, mais il y a peut-être aussi déjà la confiture, je sais plus. Et c'était les femmes en général qui allaient acheter, qui allaient au acheter magasin, les produits, ouais, le paquet, ouais. acheter les produits, ouais, les paquets. Et le basketball est un des sports où il y a le plus de public féminin, Mm, mm. puisqu'il est couvert, ça se joue en salle, c'est plutôt agréable, c'est plutôt intéressant, il y a un spectacle qui est sympa et tout. Donc il y avait une vraie recherche aussi derrière de développement de produits pour toucher un certain public. Ce qui est, je pense, à mon avis, tout à fait logique, compréhensible. Mais moi, à 16, 17 ans, j'avais pas ces notions-là. Et donc, C'est c'est pas pas la même, ouais. intéressant d'avoir. Ouais, c'est intéressant de voir ça. On avait eu l'occasion de faire ensemble d'ailleurs des séances de dédicaces et j'en ai une en tête. Alors, je sais pas si tu t'en rappelles, mais parce qu'on a fait quelques grandes surfaces, on allait à la rencontre des supporters de Cholet. Et il y en a une en particulier qu'on a fait à Nantes, au Leclerc Atlantis, hein, qui était d'ailleurs le plus gros Leclerc de France à l'époque, hein. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Et il y avait un acheteur qui était Monsieur Kowalski, qui était de petite taille, on va dire, il devait faire un mètre, voilà, il n'était pas très grand. Et je me rappelle une scène où on a marché dans les couloirs, où il y avait tous les bureaux vitrés de chaque côté avec toi. Donc, Monsieur Kowalski, voilà, qui était un acheteur intraitable, mais que je respectais beaucoup. Et il tapait dans les carreaux, comme ça, à chaque fois, il passait, voilà, quand il y avait, bon, 50 centimètres d'écart entre lui et il l'avait Alors, pris sur le ton de l'humour. Et c'est des moments un peu sympathiques. Et c'est vrai que c'est des moments aussi où bah, les entreprises rencontrent les sportifs. Enfin, voilà, il y a des choses qui se font. Et ça, moi, j'ai souvenir de belles rencontres bah, avec les basketteurs, avec le grand public au travers des grandes surfaces à l'époque, quoi, et des dégustations qu'on faisait en même temps de pitch, quoi. ouais, ouais, non. Alors, moi, tout ça, je sais pas, plus de souvenirs que ça. Moi, j'étais plutôt vraiment très orienté. Autant j'étais curieux de savoir comment ça fonctionnait et tout. Après, tout ce qui est cet aspect-là, un petit peu plus commercial, un petit peu plus vente, un peu plus publicitaire. Voilà, ça faisait partie du travail de basketteur à cette Bah, époque-là. oui, c'était dans la mission. Ouais, ouais, c'était dans la mission. Maintenant, j'étais quand même beaucoup moins plus intéressé. J'ai toujours été le cas dans ma carrière. Et plus j'avançais, plus je me renfermais dans ma bulle pour pouvoir me protéger de tout le monde extérieur pour pouvoir avoir un seul objectif de la performance et de la réussite du résultat sportif. Et pour conclure, enfin, une première partie là sur les entreprises, même si on y reviendra tout à l'heure, mais quel conseil toi tu donnerais à un entrepreneur, que ce soit une petite entreprise, une moyenne ou une grande entreprise, de s'investir dans le sport, comme l'a fait bon, avec cette excellente réussite qu'on a vue avec Pitch et Brioche Pasquier, mais il y en a plein d'autres, hein. Et voilà, quel conseil tu donnerais justement à des entrepreneurs qui disent d'aller dans du sport sponsorisé? C'est difficile hein, de donner des conseils parce que moi, je suis pas un entrepreneur en tant que tel. Maintenant, je pense il y a deux, trois angles différents d'approcher
le sponsoring ou le partenariat dans un club. Alors, il y a le premier rang qui est, quelque part, on est une entreprise locale et on a envie de profiter d'événements récurrents sur le territoire. Et donc, on participe voilà, au bien d'un club sportif et ça nous permet d'aller échanger avec du monde et puis surtout de passer du bon temps nous-mêmes personnellement pendant une soirée ou pendant un match de basket ou après. Voilà. Il y a une autre vision qui est plus celle de Pitch et Groupe Paquet, à mon avis, même si je pense que ça rentre dans le fait de pouvoir passer du bon temps est quand même important parce que je pense que c'est pas là pour s'auto-flageller quand on fait des choses. Donc, voilà. Et c'est plutôt une vision vraiment très business, dire moi, je vais m'associer à ce sport-là, à ce club-là, il est de la région ou pas, parce que je sais qu'il va me donner tant de visibilité sur un niveau régional, niveau national, niveau où là, le côté festif est peut-être moins présent, mais vraiment. Et puis, un troisième point, et c'est peut-être le plus important d'ailleurs, à mon avis, c'est je suis entrepreneur et je suis en phase avec les valeurs que le club euh, Porte. porte. Voilà, Mm, j'ai mm, cherché un mot, merci. ouais. Euh, et ces valeurs-là me correspondent. Et Ok. donc, moi, ça m'intéresse de m'associer à ce sport-là, à ce groupe-là, à ces personnes-là qui sont et qui ont les mêmes valeurs que moi ou que les mêmes valeurs que mon groupe, que ma marque, qui fait qu'on peut aller ensemble loin dans le temps. Parce que Mhm. comme on est en train d'avoir les mêmes valeurs, on peut vraiment réfléchir à une vision très longue sur le temps et on va faire en sorte de grandir ensemble. Voilà, moi, c'est les trois points un peu que je vois. Après, il y en a peut-être d'autres, mais le côté des valeurs est à mon avis, très, 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 très important. Je pense que c'est d'ailleurs le premier point, c'est-à-dire avant d'aller, enfin si j'ai un entrepreneur qui me demande de le conseiller, c'est de dire, bah, identifie déjà un club ou un sportif, hein, peu importe, mais avec lequel tu as des valeurs communes. Et après, construis là-dessus ta communication, soit de relations publiques ou d'exposition, mais en tout cas, la première pierre à l'édifice, c'est il faut qu'on soit sur les mêmes bases, sur les mêmes valeurs, quoi. Je suis d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs qui, voilà, c'est des intérêts ou des personnes qui disent, ah ben, nous, on va aller là parce que ça va nous permettre de passer des moments agréables et tout. Et puis Ouais. voilà, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Ce qui se passe, et finalement, il y a de l'adéquation ou pas, hein. Voilà, il y a des allers-retours là, Sylvain. Mais je suis d'accord avec toi que les valeurs mais le terme de valeur, on va sûrement en parler beaucoup. Moi, je suis très attaché par rapport à ça et quand on viendra par rapport à des comportements, des choses comme ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, primordiales et qui pourraient être dans le monde du sport de haut niveau, mais encore plus dans le monde du sport de formation de jeunes, être encore plus importante à mettre en Mettre en œuvre. Alors si on regarde maintenant dans le rétroviseur, hein, voilà, on est à peu près dans les mêmes âges, mais si tu regardes ta vie de joueur, ta carrière depuis, quels sont les points saillants justement que tu as pu voir en commun entre le domaine de l'entreprise et le sport? Est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes, des valeurs tu parlais de valeurs là tout de suite, ou des qualités qui sont communes, qu'on peut comparer on va dire, entre les deux? Alors, nous, dans le monde du sport, on est dans un cadre plutôt rigide. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que euh, on a un règlement, vraiment un règlement très précis, et on a des arbitres pour nous dire et nous taper sur les doigts si on enfreint ce règlement. Ouais. Donc, on est obligé de s'y tenir, même si on essaie de jouer avec, mais on est obligé de s'y tenir. Ok. On a un espace-temps, parce que quand on joue un match bon, voilà, au basketball, c'est 4 fois 10 minutes, donc on est vraiment un temps très, très bien défini, et on doit être performant pendant 40 minutes. Et puis, on a un espace physique, donc on a un terrain. Dès qu'on sort de ce terrain-là, on est sanctionné. Voilà, on perd la balle ou quoi que ce soit. Donc, on a des règles qui sont plutôt précises. Donc, c'est plutôt bien. Et en même temps, ça met une pression en plus parce qu'il y a besoin d'être très performant dans ce cadre qui est plutôt assez contraignant. L'espace de l'entreprise a ses règles, ça c'est sûr, dans le monde du business aussi. Mais à mon avis, beaucoup plus mouvant parce qu'on peut beaucoup plus bouger le temps, on peut faire des stratégies qui peuvent être sur 3 mois, sur 6 mois, voire sur plus. Donc on a beaucoup de temps qui permet de pouvoir aussi aller dans une direction, puis éventuellement changer, et puis après, il faut retrouver.
dans le sport de haut niveau, c'est très difficile de changer de direction. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être prêt tout de suite, savoir notre façon de jouer, notre vision. Nous, notre identité, c'est celle-là, et on s'y tient, quoi. Quand on commence à vouloir changer, ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes. Donc, il arrive souvent que c'est le cas où bah, il y a des changements d'entraîneur, où il y a des changements de joueurs, où il y a des changements de projet, tout ça. Dans le sport, dans l'entreprise, c'est un petit peu plus difficile, à mon avis, de changer les équipes, voilà, par rapport à. Après, au niveau du règlement, bah, l'entreprise aussi, c'est tenu à des règlements, mais bon, quelque part, même comme dans le sport de haut niveau, l'entreprise essaye entre guillemets, tricher ou de trouver des meilleures solutions. C'est pour ça qu'il y a des avocats, d'ailleurs. Les avocats évitent grâce à ça. Donc voilà. Et puis après, l'espace physique, c'est l'entreprise qui se le met elle-même. Elle peut dire, moi, mon marché, il a bah, autour de ma ville, il va à la nationale, il va à l'international. Il n'y a pas vraiment d'espace physique. Donc, c'est des notions qui sont un petit peu différentes. Pour moi, c'est difficile de dire s'il y a vraiment des liens entre le sport de haut niveau et l'entreprise. Alors oui, il y a des liens sur les valeurs, sur la façon de se comporter, sur le comportement, sur les attitudes, sur le savoir-être dans une équipe ou le savoir-être dans une entreprise, sur voilà, la volonté d'aller tous ensemble au même endroit. Ça aussi, ça me paraît voilà, est plus qu'important, quoi. Il y a une équipe de haut niveau et les équipes qui réussissent, hein, que ce soit dans n'importe quel sport, si il y a un mouton noir ou un groupe de joueurs ou un groupe qui n'est pas en phase avec le projet d'aller tous ensemble au même endroit, l'équipe elle gagne jamais. Et dans n'importe quel sport. Et je pense que l'entreprise c'est pareil, c'est-à-dire que à l'intérieur d'une entreprise, si en fonction des différentes équipes, des différents départements, si la, la, la notion de vouloir aller tous au même endroit, avec des objectifs qui sont plutôt bien mis en place et bien structurés, c'est une entreprise qui va, s'il n'y a pas ça, elle va mal vivre et il y aura du mal-être dans l'entreprise. Mhm. Et ça, c'est des freins qui sont très forts, que ce soit dans une entreprise ou dans le monde du sport de haut niveau, qui est du mal-être à l'intérieur des équipes. Ouais. Il faut fixer un cap, quoi, hein. C'est ce que tu dis. Il faut avoir que tout le monde regarde dans le même sens, hein. Plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, c'est avoir un objectif commun. Tu avais vécu avec Jean-François Martin et moi des ateliers sur le terrain où là, on mettait justement des entrepreneurs aller à faire des jeux autour du basket avec le fil rouge du basket. Qu'est-ce qu'on avait retenu d'ailleurs de ces activités physiques? Parce que voilà, régulièrement, il y a des interventions sur dire, tiens, on voit à la télé des émissions qui disent encourager les gens à faire du sport, etc. Mais voilà, c'est quoi ton feedback sur ce que tu as vécu et comment on peut le mettre en perspective en entreprise, quoi? Ouais, bravo, on avait vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment goûté beaucoup de plaisir. Puis il y avait, je trouve qu'on avait aussi ce côté, parce que comme il y avait, c'était des jeux avec des objectifs à réaliser, un petit peu, voire beaucoup, un aspect compétitif, même si ça dépend aussi des personnalités. Mais moi, je suis un compétiteur, donc dès qu'on me met dans une situation où il faut gagner, je, J'ai vu, j'ai vu. ouais, j'essaye de faire en sorte et d'attirer le plus possible mes coéquipiers pour pouvoir gagner. C'était d'ailleurs une de mes, missions que je me mettais tous les jours, de dire, faire en sorte de savoir comment j'allais faire pour que mes coéquipiers soient les meilleurs possibles, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et en plus, je me mettais la mission de dire comment je fais moi pour être meilleur que mes coéquipiers. Voilà, donc j'avais deux objectifs précis tous les jours. Et pour en revenir à ces interventions avec Jean-François et avec Torren, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait un côté très compétiteur et en même temps une certaine convivialité et certaines voilà, des liens qui se créaient entre les personnes qui, moi, je connaissais personne, et même d'ailleurs, ils ne se connaissaient pas obligatoirement les uns et Les les autres. participants, ouais. Mais le fait d'arriver à un objectif commun, on revient à cet objectif commun, et la volonté d'y arriver, faisait que, bah, il y avait quelque chose qui se créait, et je trouvais ça plutôt intéressant, et grâce à des activités physiques plutôt aussi, pas très faciles, hein, d'ailleurs, et plutôt enfin, qui était divertissante, voilà, je trouve le mot. Parfois, je mélange les mots en français et espagnol, donc je suis désolé. Et ce faisait que, voilà, il y avait quelque chose qui faisait, quand on est ressorti de là, moi, j'étais plutôt satisfait et heureux d'avoir vécu ce moment-là.
On avait la chance d'avoir plusieurs basketteurs en plus, et ce qui était surprenant pour moi et Jean-François d'observer ce qui se passait, c'est que tout de suite, il y avait Cyril Apomella aussi qui était là, qui était dans l'autre équipe. Et tout de suite, tous les deux, on a vu qu'il y avait compète, quoi, hein. Vous êtes regardés, vous avez coaché les gens avec vous, et enfin, c'était très chouette. C'était une très belle expérience toujours Ouais, partagée. mais je pense que c'était aussi un petit peu ce qu'on nous demandait entre guillemets, Ouais. c'est-à-dire qu'en tant que basketteur et en tant que ancien sportif de haut niveau, c'est apporter ce côté compétition, ce côté voilà envie de gagner, envie de se surpasser pour aller plus loin, pour repousser un petit peu plus nos limites. Mhm. Alors, si on revient au sport de haut niveau, hein, qu'est-ce qui a fait voilà, la réussite pour toi d'un champion tel que tu l'as été, et d'autres champions c'est quoi les quatre cinq premières qualités qu'il faut mettre en œuvre quand on veut devenir un champion de haut niveau comme tu l'as été? Alors moi, la première des choses, c'est être capable de respecter les autres et de Mhm. se respecter soi-même, et mais de respecter aussi les autres, Ouais. et d'avoir une grande humilité. Voilà, moi j'ai un mantra qui me suit tous les jours. Mhm. J'en ai un deuxième, mais on dira peut-être à la fin, parce que ce sera peut-être Ouais. en guise de conclusion. Mais en fait, Ouais. j'ai deux mantras. J'ai un mantra, et c'est la phrase de Socrate qui dit je sais que je ne sais pas. Ok. Donc, tous les jours, le sportif de haut niveau, pour moi, doit être en capacité de se remettre en question. Et donc, de faire en sorte d'être au maximum de son potentiel à chaque instant qu'il est dans son domaine de compétence et dans sa volonté de vouloir apprendre et de vouloir progresser tout le temps. On sait très bien qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui peut-être qu'à à mon époque, le sportif de haut niveau, s'il ne progresse pas, s'il stagne simplement, il sera dépassé par les autres. Or, quand on est dépassé par les autres, on n'existe plus en tant que sportif de haut niveau. Donc, toujours un besoin de se remettre en question. Et ça, cette humilité-là fait que on aura cette notion, et on en parle toujours tout le monde, du travail. Voilà. Et il est plus qu'important d'être en capacité d'avoir la volonté de travailler, de s'entraîner, et je dirais d'aimer de Oui. travailler. Prendre du plaisir, quoi, quand tu dis aimer, Prendre du c'est plaisir, voilà, plaisir. aimer, ouais, ouais. Ouais. C'est voilà, pour moi une des bases. Moi, j'ai toujours aimé faire du sport. J'ai fait du sport depuis 2 ans, 3 ans. Mes parents m'emmenaient en randonnée en montagne, faire voilà, le tour du Mont Blanc, enfin, le tour de la Vanoise, faire du hiking, trekking. Et, euh, et depuis cet âge-là, je fais du sport tous les jours. Enfin, j'essaie de faire du sport tous les jours, un petit peu moins maintenant, mais voilà. Et ça me met des défis à moi, mais j'aime faire du sport. Donc, il y a l'humilité, le travail, prendre du plaisir, aimer ce qu'on fait. Et puis, je pense qu'il y a une petite part de talent aussi pour certains. Voilà. Alors, le talent, on le travaille, c'est inné, je pense qu'il y a un peu de tout là-dedans. Et puis, il y a deux aspects qui sont, pour moi, en tout cas, un aspect qui est plus. Les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a être ambitieux, donc être capable de dire et d'analyser où est-ce que je veux aller, où est-ce que je peux aller. Et pour moi, j'appelle ça d'aller au maximum de mon potentiel. Mhm. Et que ça soit pour le sportif de haut niveau ou pour le débutant. Mhm. C'est-à-dire que moi, je vais entraîner un sportif de haut niveau comme un débutant en lui demandant d'aller au maximum de son potentiel. Voilà, le Mhm. potentiel d'un va être en haut et le potentiel de l'autre va être ici. Mais peut-être qu'au bout d'un an, le potentiel d'un va être celui-là va augmenter un tout petit peu et celui-là, il va arriver ici. Et Mhm. cette personne-là qui sera débutante aura plus de mérite que celui-là parce qu'il aura progressé plus en un an. Ouais. Et donc, cette ambition, elle se génère aussi pour pouvoir y arriver avec l'aspect compétitif. Mhm. On a besoin, pour être dans le sportif de haut niveau, d'être compétiteur. Ouais. Et ça, c'est peut-être, nous, en France, un des problèmes majeurs qu'on a, Mhm. c'est qu'on a de la difficulté à comprendre ce qu'est la compétition. Mhm. Et dans un premier temps, pour moi, la compétition, c'est la compétition envers soi-même. Donc, j'ai Mhm. mes limites, j'ai mon cadre, et je fais tout ce qu'il faut pour que mon cadre, moi-même, s'agrandisse. Ok. C'est pas la compétition envers l'autre ou envers quoi que ce soit, même si de fait, après, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui existe, parce qu'il y a de la Mhm. compétition dans les différents domaines. Et nous, le terme compétition, parfois dans le sport, hein, même dans le sport de base, il est mal vécu, il est mal ressenti, et c'est parfois un gros mot.
Or, je pense que c'est important d'inculquer cette notion de compétition. Ouais. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est on commence par soi-même quand même, quoi, quelque part. C'est-à-dire, c'est soi, c'est sur son. Alors, on parle beaucoup voilà, de tout ce qui est méthode interpersonnelle pour le développement personnel, etc. Mais c'est vrai qu'il faut quand même commencer par soi avant de se développer, on va dire, en équipe. Mais ça démarre par soi, quoi. Ouais, ouais, moi, je pense que c'est les choses qu'on a en nous. Donc, soit on l'a naturellement, soit on va le travailler pour le mettre en nous. Voilà, l'humilité, l'ambition, l'aspect compétition, c'est des choses qui sont en nous pour pouvoir après commencer à s'ouvrir vers l'extérieur. Et voilà, et à comprendre ce qu'est l'extérieur, puis à communiquer, parce que si on ne comprend pas ce qu'est l'extérieur, c'est difficile de communiquer. Puis après, quand on aura euh, passé tout ça, on sera en capacité de pouvoir avoir et d'affirmer vraiment notre personnalité autour en étant une sorte de guide, donc avoir du leadership. Mhm. Ok. Alors, un autre sujet aussi sur ta carrière sportive, hein, tu as joué en France, en Italie, en Espagne, en NBA également. Donc, tu as appris plein de choses, j'imagine, liées à ce parcours-là international. Les mentalités sont différentes. Voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire de la diversité en général, la diversité de nationalités, diversité, il y a les anglo-saxons, les Européens, il y a les hommes, les femmes, voilà. Qu'est-ce que tu auras à dire de tout ça, de cette Ah, diversité en général? c'est un sujet difficile et complexe, mais je pense que la diversité fait la force. Si on est tous en capacité de nous comprendre nous-mêmes déjà. Et je trouve que l'identité est plutôt quelque chose qui est aussi un peu difficile aussi sur le français. Dès qu'on parle d'identité ou d'aspect identitaire, on se met souvent parfois en porte-à-faux et on comprend pas trop. Moi, je pense que c'est plutôt une grande force parce que si je suis capable de moi de comprendre mon identité, donc qui je suis, d'où je viens, je serai beaucoup plus en facilité de comprendre l'identité des autres et à partir de là, d'être beaucoup plus ouvert envers les autres. Et donc, d'accepter l'identité des autres. Et ces différentes identités on est capable de former une société ou une entreprise ou un projet sportif. Comme moi, quand je suis arrivé en Italie, l'équipe était refaite à 80%. Il y avait 8 joueurs qui venaient, plus un nouveau staff technique. Et dans l'équipe, il y avait avoir 6 ou 7 identités, 6 ou 7 nationalités, 6 ou 7 cultures, 6 ou 7 visions différentes de la vie. Et c'est pas pour ça que ces visions différentes de la vie nous empêchaient d'avoir le même objectif commun. Oui. Puisque les règles étaient bien précises, c'était bien mis en clair, et où on allait, de toute façon, en jouant dans une des meilleures équipes européennes, de fait, c'était aller gagner. Surtout en Italie, si on revient par rapport à l'Italie, moi je suis arrivé, c'est la seule chose qui compte, c'est gagner. Voilà. C'est pas jouer bien ou jouer correctement, tout ça. L'Italie, c'est gagner. Et ça, c'était plutôt intéressant, et moi, c'est ce que je recherchais. Ouais. En France, on va être plus dans la façon d'être bien tous ensemble. Et moi, je ressens ça au niveau de la formation des jeunes joueurs. Quand je vois voir des entraîneurs de jeunes, on voit souvent un besoin de complicité entre les coachs, entre les joueurs, pour que chacun se sente à l'aise. Alors que je vais voir des entraînements en Espagne, par exemple, ou en Serbie, où le joueur, il vient, il sait qu'il vient pour être entraîné par un coach qui va entraîner le joueur. Il n'y a pas besoin de cette complicité. Ils ont une vision qui est la même d'aller vers un objectif de performance. À l'intérieur d'un espace de temps précis de 1 heure et demie d'entraînement, où chacun a son rôle. Je Mm. suis joueur, tu Mm. m'entraînes, Mm. donc je prends tout ce que tu me donnes pour performer. Je suis entraîneur, je vous entraîne, et on va faire en sorte d'aller même vers l'objectif. Mhm. Je vois en France plutôt des complexités et des envies plutôt de passer du bon temps, entre guillemets, je caricature encore une nouvelle fois, Ouais, ouais. pour passer 1 heure et demie et que tout se passe bien pendant l'heure et demie. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est des choses que je vois qui sont un peu différentes. Après, alors les États-Unis, c'est une société très compétitive. Voilà, et à tous les niveaux. De toute façon, on ne peut pas ne pas être compétiteur et réussir aux États-Unis. C'est compliqué, même si ça change un petit peu encore aujourd'hui, parce que ouais, c'est presque des courants politiques là, Ouais, ouais, bah, qui rentrent en jeu. mm, mm, mm. Euh, et puis,
voilà, les États-Unis, c'est aussi très, très, très carré, très, très rigoureux, très structuré, très discipliné. Puis il y a une grande force que nous, on n'a pas en Europe. Alors, si je parle du basketball, mais je pense que dans la globalité des domaines, c'est les infrastructures, quoi. C'est Ouais, exceptionnel. Les moyens mis en place pour pouvoir être performants sont sont différents. assez exceptionnels. Ouais. C'est différent, ouais. Ok. Mais moi, Ils ont. je pourrais faire un lien par rapport aux différentes nationalités. Je parlerais même presque, pour rebondir sur ta Mm, question, mm, mm. sur les différentes générations. Et parce que c'est un truc qui est intéressant et que j'ai remarqué et en discutant un petit peu avec certaines personnes, en, la notion ou la vision des différentes générations par rapport à ce qu'est la vie en général. Mes Mhm. parents, moi, je pense, et encore aujourd'hui, quand je vais les voir, ils me demandent comment tu fais pour gagner ta vie. Donc, eux, ils avaient vraiment enfin, je sais pas si vous allez vous reconnaître, c'est des choses où tu vas te reconnaître. Et alors, ils avaient vraiment une vision et un objectif, c'était de faire en sorte de ramener un pécule d'argent, un salaire ou quoi que ce soit, pour faire vivre la famille. Ouais. C'était vraiment une vision tournée vers l'économie, quoi. C'était vraiment, voilà, je vais travailler, comme je travaille, j'ai un salaire et Et je fais vivre la famille. je fais vivre la famille. Mm, mm, Notre génération, je pense que c'est une génération du bien-être. mm. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la restructuration, même au niveau des entreprises, tout simplement, pour faire en sorte de profiter au maximum de la vie, donc d'avoir du bien-être dans la vie. Mhm. Et la génération de mes enfants, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une génération du temps. Donc, ils ont besoin du temps. Ils ont besoin de Mm, beaucoup de temps. Oui, et mm. passer 3 heures à table, pour eux, c'est impossible, pratiquement. Il faut manger plutôt rapidement. C'est la société d'aujourd'hui, ça va vite et tout. Donc, ils ont besoin du temps et d'organiser leur temps. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que les nouvelles générations dans le monde de l'entreprise, ils ont besoin de comprendre et d'assimiler, ou au moins qu'on leur fasse comprendre qu'ils vont avoir du temps, non seulement pas dans leur salle d'entreprise, mais aussi au extérieur de l'entreprise pour pouvoir vivre ce qu'ils veulent vivre. Mhm. D'où le besoin de structurer vraiment très, très bien Mhm. les compartiments et le temps, quoi, le Mhm. planning du travail et journalier. Ouais, c'est un des Je ressens ça, quoi. C'est un des points essentiels, je pense, chez les jeunes qui ont besoin effectivement, bah, finalement, d'un cadre très précis, mais avec quelque chose de finalement assez organisé aussi, tout en laissant de l'initiative. C'est ça qui est d'ailleurs compliqué peut-être à faire, parce qu'il faut aussi laisser de l'initiative, mais il faut au moins un cadre précis. Voilà. Et je pense que c'est ce que tu exprimes. Ouais, non, alors, bah, ils ont besoin de sentir qu'ils ont du temps, ouais. Mais Ouais. le cadre précis, la structure, moi, je l'ai vécu aussi en tant que basketteur, quoi. Plus je avançais dans ma carrière, plus j'arrivais dans des endroits et des équipes qui étaient structurées. Ok. Tac, tac, tac. Et plus il y avait de la structure, plus il y avait une ligne de conduite qu'on respectait et qui nous permettait d'aller gagner. Et donc, Moi, tu as. je suis pas structuré, moi, personnellement. Donc, je suis pas structuré, moi, naturellement. Donc, ça me fait du bien d'avoir. On est comme ça, on fait des efforts pour s'engager. Ah ouais, Dans exactement. sa personnalité. Et si on a un mot ou deux, voilà, pour répondre à la question suivante, tu as donc gagné des titres Euroleague, enfin, la médaille d'argent au JO, les titres de champion de France, voilà, les titres champion d'Italie aussi. Si la recette, s'il n'y en avait qu'une recette pour le titre, alors, on a parlé de être un champion de haut niveau, mais pour gagner des titres. Est-ce qu'il y a une recette particulière? Alors Didier Deschamps, je sais qu'il disait, c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on va gagner des titres. On va peut-être éviter d'en perdre, mais on va peut-être pas gagner des titres, hein. Et je trouve que cette formule est assez sympa. Et qu'est-ce qui permet justement de gagner des titres? Savoir faire les choses juste au moment juste. Ok. Le bon timing. Euh, ouais, le bon timing. Souvent, on compare bon, on pose la question, quelle est la différence entre le basketball d'aujourd'hui et le basketball d'hier? Donc, bon, il y a différents points, euh, qui est plutôt lié à l'évolution athlétique et physique des joueurs. Il n'empêche qu'il y a 30 ans, 10 ans, 5 ans ou aujourd'hui, il y a la même chose, c'est que c'est toujours intense, mais en fonction de la qualité physique ou athlétique des joueurs, l'intensité est d'un niveau différent, mais 100% d'intensité, il y avait à quel moment. Et puis, dans les 2 ou 3 dernières minutes, c'est les équipes qui faisaient les choses justes ou qui font les choses justes au moment juste qui gagnent les matchs. Voilà. Moneta. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui fait gagner les matchs.
Donc, trouver les joueurs ou les personnes qui sont capables de faire ou de prendre les décisions juste au moment juste. Être ACDC, en fait. C'est un peu le résumé de ACDC, le groupe de rock. L'homme, c'est ACDC, c'est aimer, donc l'amour, on revient à l'amour, à faire, et donc aimer et être présent dans ce moment-là du Money Time, aimer être là. Donc, je pense que le joueur, il a besoin de vouloir être là. Faire les choses avec conviction, donc le C. Décision, donc pour ça, il faut avoir du caractère. Et dans le sigle ACDC, il y a un petit éclair, et ça, c'est l'intensité. Voilà. Donc, et en réunissant tout ça, on arrive à gagner des titres. Puis en fait, c'est presque une philosophie de vie en général à avoir. Ouais, c'est une belle image en tout cas que je connaissais pas. Alors je connais le groupe ACDC, je le mets des fois en formation pour réveiller un peu les troupes. Ouais, Hier. c'est ça. Ouais. Voilà, c'était mon époque, mais voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt sympa. Donc tu t'engages ton quotidien et aujourd'hui aussi tourné vers les jeunes au travers de ta mission à l'NB Légende. Alors ça occupe combien de ton temps? Voilà, c'est quoi ton quotidien aujourd'hui Alors, moi, ça occupe 95% de mon temps dans le monde du basketball. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, non seulement la LNB Légende, mais aussi aller vers tout le basket de la base. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le basket de la base. Parce que, un, il y a beaucoup de monde déjà, donc c'est plutôt intéressant. Et puis, il y a beaucoup de personnes différentes. On parlait d'identités différentes, donc c'est plutôt épanouissant de rencontrer ces personnes-là. En plus, je me rends compte que le basket de la base, ils sont pas toujours, comment dire, ou ils ne croient pas qu'un ancien joueur de très haut niveau soit capable de venir vers eux et de parler, et de transmettre et de partager. Parce qu'ils pensent qu'on vit en haut de la pyramide et puis qu'on descend jamais. Et moi, ça m'intéresse pas trop d'être en haut de la pyramide, en fait, parce que ouais, j'ai connu, je sais ce que c'est, et que ça m'intéresse beaucoup plus de venir dans le basket de la base pour transmettre, partager. Les centres de formation, ça en fait partie, mais même plus bas, c'est-à-dire même les débutants, même des catégories U13, U15, je vais sur le terrain avec eux, et non seulement je fais des choses avec les joueurs, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler éventuellement aux dirigeants, et parler aussi surtout aux coachs qui vont être avec ces jeunes joueurs pendant toute une année et d'apporter ma vision de ce que ça doit être l'approche du terrain, en sachant que je considère que la priorité sur l'entraînement des jeunes, c'est pas de trouver le futur Victor Wembanyama, d'entraîner le futur Victor Wembanyama, mais c'est de considérer tout le monde de la même façon, avec un esprit de justice, et de faire en sorte, on en parlait tout à l'heure avant, et en faire en sorte que chaque jeune arrive au maximum de ce potentiel. Et à mon avis, il y a des façons d'entraîner pour arriver à ça. Et en particulier, en faisant des choses très simples, donc un basketball très simple, pas des grandes théories, et en accentuant le tout plus sur des attitudes et sur des comportements que sur des techniques. Aujourd'hui, Gwenaël, je peux te demander, quand tu viens à mon entraînement, de plonger sur un ballon, tu seras capable de le faire, mais je suis pas sûr que je sois capable de mettre un panier à 3 points. Ok. Et donc, quand je parle d'attitude, c'est des choses très simples que tout le monde peut faire et qui met aussi de la justice dans l'équipe parce que si Michael Jordan est dans notre équipe et Michael Jordan ne plonge pas sur le ballon, toi, Gwenaël, tu peux aider à Michael Jordan. Michael, tu n'as pas plongé sur le ballon alors que c'est une des règles de notre équipe que tout le monde doit plonger sur les ballons quand ils sont au sol. Alors que c'est difficile de dire à Michael Jordan, écoute, tu as mis ton panier à 3 points, alors que moi, personnellement, je ne suis pas capable de le mettre, mon panier à 3 points. C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est des choses voilà, où moi, ça m'intéresse d'aller et de mettre en place vous me recevez, ouais, vous me voyez aussi. Ok, c'est bon, pardon, parce que j'ai eu un truc. Et, euh, et c'est ça, moi, qui m'intéresse de pouvoir exprimer au plus grand nombre. Voilà. Ok. Alors c'est un parallèle complet. Tu sais que j'anime, comme tu as participé avec Jean-François, mais je sens des valeurs complètement communes avec Jean-François. Vous étiez amis de jeunesse en plus. Donc là, je retrouve quand même les deux Choletais sur le même registre hein, de faire progresser aussi les jeunes, mais de manière générale. Voilà. Hein, c'est le haut niveau, ok, mais il y a tout le reste et surtout aussi l'épanouissement des jeunes. Hein. Enfin, Jean-François le dit, hein, quand il a eu des jeunes au centre de formation, c'était d'en faire des hommes à la fois, alors des athlètes de haut niveau, bien sûr, mais aussi des hommes. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu expliques là, de manière avec tes. C'est exactement, ouais, je pense que c'est la responsabilité du coach formateur, c'est de faire en sorte que les jeunes s'épanouissent dans leur projet sportif, et que ça leur serve dans leur épanouissement de vie de tous les jours. Ça, oui, j'en suis.
il faut savoir qu'on a très peu de chance, hein, quand on est un coach de jeunes, d'entraîner un futur joueur Très de haut haut niveau. niveau. Très haut Oui, niveau. très peu. Il y a très, très peu de Mhm. joueurs qui arrivent au très haut niveau. C'est sûr, c'est sûr. Allez, on arrive à la fin avant le portrait pile ou face. J'ai une dernière question. Enfin, pas une dernière question, mais tu as parlé tout à l'heure. Alors, j'avais un mot de la fin, mais ton mot de la fin, tu nous as fait un peu de teasing tout à l'heure parce que tu as parlé de ton premier mantra, la Mhm. phrase de Socrate. Voilà, je sais que je ne sais pas. Voilà, hein, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais c'est une phrase qui me paraît tellement belle parce que tellement réelle, hein, et qui est, on va dire, chaînée à ce que tu as dit tout à l'heure, qui est un grand principe, c'est l'humilité. L'humilité, c'est la base de tout, hein, parce que si on est humble, on comprend bah, qu'on ne sait pas et que tous les jours on apprend. Et je veux bien connaître donc ton deuxième mantra avant les questions pile ou face. Alors, mon deuxième mantra, c'est un vers d'un poème, le poème Invictus. C'est un des poèmes préférés de Nelson Mandela. Enfin, c'était un des poèmes préférés de Nelson Mandela. Et c'est je suis maître de mon destin. Donc, je sais, je sais pas. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour apprendre le plus de choses possible. Et je fais tout ce qu'il faut pour être maître de mon destin et ne dépendre de personne. Voilà. Donc, et ça résume un petit peu aussi, moi, ma vie aujourd'hui. Donc, je considère que je suis maître de mon destin. Et le fait d'être maître de mon destin, ça me permet d'être ouvert et puis de comprendre les autres et puis d'aller vers les autres et que les autres viennent vers moi et d'être en capacité d'être libre mentalement et dans ma façon. Bon, très belle phrase également et d'un personnage incroyable, évidemment Nelson Mandela. Allez, on termine donc par quelques questions pile ou face. Alors, je crois avoir la réponse, mais je te demande quand même. C'est talent ou entraînement? Entraînement. Entraînement. Ok, alors pourquoi entraînement? Tu l'as un peu dit au démarrage, mais Bah, non, mais je pense que il est sûr que le talent permet de passer des caps que certaines personnes n'arriveront jamais à voir, mais l'entraînement permet à une plus grande masse de pouvoir arriver quelque part et puis de pouvoir progresser. Et donc, ça, sans entraînement, on n'y arrive pas. on n'y arrive pas. Tu as droit à un joker, hein, des fois, sur certaines questions. Un seul, mais voilà, comme dans l'émission il y a très longtemps. Là. Alors, activité, Campus Web, on en a parlé, c'est les activités mentales et physiques, mais toi, si tu avais à choisir activité mentale ou physique? Moi, physique, activité Je m'en physique. doutais un peu, mais Mais sauf que c'est une question intéressante, mais il me semble que l'activité physique entraîne ton activité mentale ouais, quand l'activité mentale n'est pas sûre d'entraîner ton activité physique. ouais, tout à Voilà. fait. Donc, C'est en oxygène. fonction de l'activité physique que tu. Non, non, mais si tu te dis une activité physique, que je dois courir pendant 10 minutes, 10 kilomètres, c'est ce qui est irréel. Tu dois préparer ton mental et C'est ton ça. corps parce que ça va être assez compliqué, assez difficile. Donc, il y a un lien quand même. Alors, si on vient un peu dans le basket, il y a quelques questions aussi. Temps mort ou vidéo? Comment? Temps mort ou vidéo, hein, les séquences vidéo en préparation ou plutôt le temps mort du match? Euh, Bon, temps mort, temps mort. C'est plus vivant, c'est plus intéressant, il se passe plus de choses, c'est des émotions. Et puis, le temps mort, il y a besoin d'être concis pour pouvoir donner une consigne. La vidéo, c'est quelque chose qui est un peu plus. Alors après, ce qui est intéressant, c'est la vidéo d'après aussi, pour comprendre les erreurs qui ont été faites et pour travailler dessus. Temps mort. Ok. Allez, je vais aller sur le basket américain, même si tu as, sans doute préféré le basket européen, mais Michael Jordan ou Michael Johnson? Michael Jordan. Michael Ouais. Jordan. Ouais. Tu parlais de Magic Johnson, non? Magic Johnson, ouais. Magic Ok, Johnson. ouais, Pardon. ok. Magic Johnson. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est le joueur qui a mis le basketball tout en haut. Voilà. Tout en haut. Michael Jordan. Et il est resté tout en haut. Alors, équipe de France ou sur les baskets? Oh là, ça c'est compliqué ça. Je dirais chez les baskets. Je dirais chez les baskets, c'est mon club, c'est là où j'ai grandi. C'est le club, l'équipe de France, c'est quelque chose de très particulier sur un laps de temps très court. Le club, c'est une saison, où, voilà, on vit des choses beaucoup plus intenses avec le club avec l'équipe de France. Alors, sur les titres, toujours autour du sport et du basket,
Donc, tu as eu une médaille d'argent au JO et tu as eu des titres en Euroleague. Qu'est-ce qui t'a. Voilà, si tu en retenais, tu as droit au joker, hein, t'oublies pas. Mais... Non, ouais, non, non, mais je reviens sur Ouais. ce que j'ai dit juste avant. Évidemment, la médaille d'argent olympique, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est extrêmement difficile à avoir. Et déjà, c'est tous les 4 ans, c'est difficile de se qualifier. Puis il y a une compétition qui est dure. Euh, il n'empêche que je retiens le titre d'Euroleague. Une médaille d'argent, oui, mais un titre, c'est plus dur que d'avoir une médaille d'argent. Ouais, non, Un titre, c'est une équipe, quoi. La médaille d'argent aussi, c'est une équipe, mais en plus, tu finis sur une défaite. Non, je retiendrai l'Euroleague pour aussi l'intensité et les moments vécus et l'osmose et la fusion qu'il y a entre sur une ville, dans un club, les supporters. Et puis, là, l'équipe de France, c'est un mois de travail, d'entraînement, de vie ensemble. Les clubs, c'est des années, quoi. Ça peut être des saisons ou au minimum 10 mois ensemble. Ouais, On non, peut veiller à un titre. ça marque les esprits. Et d'ailleurs, dans ce registre-là, alors c'est un peu un détail, là, mais collaboration ou coopération? Ouf, j'arrive pas à faire la différence vraiment entre les deux. Ok. Moi, pas bien non plus, c'est pour ça que je te demande, hein. On s'interroge souvent avec une collègue aussi qui fait de la formation avec moi. Parce que là, j'ai raison. Collaborer, coopérer, c'est assez ténu, on va dire. Mais... Ouais, je dirais plutôt coopération. Ouais. Ouais, mais ben, voilà, je pourrais utiliser mon joker, mais je me lance quand même. Donc, euh, ouais, plutôt coopérer. Je associe plus coopérer à quelque chose d'ensemble, de groupe. Voilà, alors que collaboration, c'est plutôt des individus les uns à côté des autres qui font les choses pour arriver ensemble. Alors, coopérer, je ressens plus le côté collectif. Ouais, collectif et Coopération, ouais, oui, et coopération. Mais peut-être, je me plus trompe proche. peut-être, hein, j'aurais besoin de. Non, bon. On ira regarder dans le tir au vert après, mais voilà, c'est là Ouais. sentiment. Si on revient juste entre parallèles, c'est l'avant-dernier, entre la collaboration d'entreprises auprès du sport, on est soit sponsor ou partenaire, c'est un petit peu mais c'est pas tout à fait la même chose. On est sponsor d'un club ou on est partenaire, tu dirais plutôt quoi? Sponsor ou partenaire? Euh, Bah, ça dépend du club surtout. Ouais, Parce que ouais, mais ça va dépendre de ce que le club te permet d'être. de faire. Ouais, s'il veut seulement un sponsor qui lui donne X Ouais. milliers ou X millions, Mm, 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 X argent ou X euros, mm. bah, tu peux vouloir être partenaire et donc participer à la vie du club d'une façon Ouais. différente. Si ton club te laisse pas le faire, Mm, donc mm, et puis ça dépend. On revient au tout début. Voilà, est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire de mon coopération ou mm. Ouais, ouais, ouais. collaboration avec le club. C'était les trois options que tu disais d'ailleurs Ouais. tout à l'heure, hein. Donc, on avait parlé des valeurs, on avait parlé d'un sponsoring un peu général, plutôt d'un partenaire, hein, et puis tu avais parlé des valeurs communes, ça revient un peu à ça. Allez, Ouais, et on va puis dire que c'est un peu. ou un sponsoring festif, dire voilà, Oui. se profite Ouais. d'être sponsor pour pouvoir voilà, passer du bon temps entre guillemets à Mm, certains mm. événements. Au club. Euh, Moi, je serais plus si j'étais moi dans sa position d'investir dans un club en Mm, tant que mm, mm, de sponsor partenaire, je préférerais être partenaire, c'est-à-dire mm, mm. aider à la mission ou aux différentes missions du club. Et au développement du club. Allez, j'en ai une dernière et c'est un coup, c'est un triple choix. Je fais jamais ça, mais avec toi, je suis obligé. Donc c'est soit Peach, soit Kinder, soit une banane pour recharger les accus. Alors c'est plutôt un fruit ou un Peach ou un Kinder. Je dirais un fruit. Ah Je ouais. dirais un fruit. Voilà, je dirais un fruit. Comme ça, ça peut- Bon, Comme ça te voilà. permet Comme ça permet là, je suis sur le côté neutre. Voilà, je prends pas de position par rapport à là. voilà, Là, à ta carrière. À ta ouais, carrière. Ouais, super. voilà. Bon, ben, Antoine, je vais vraiment te dire un grand merci. Je sais que tu prends un avion bientôt. En plus, il faut que on termine l'entretien. J'espère que ça va rentrer dans ton timing. Et voilà. Et je te remercie vraiment, voilà, au nom des auditeurs, hein, des athlètes de l'entreprise, hein, qu'on mettra dans les prochaines semaines en ligne. Et puis, on se croisera bientôt, j'espère bien à Cholet, comme tu es rendu assez souvent à Cholet, comme c'est mon cas aussi. Merci à toi pour l'invitation et puis bonne continuation et bon courage à tous. Puis Ok. plaisir de, voilà, de se voir, que ce soit
autour d'un terrain de basketball ou dans le monde de l'entreprise, où que ce soit pour continuer ces discussions et ces débats qui me paraissent vraiment très intéressants. Ouais, très passionnant. Eh ben, merci encore Antoine. Donc, je vous invite tous les auditeurs à vous abonner à la newsletter, hein, comme je l'ai dit en introduction, hein, les athlètes de l'entreprise. Hein, vous tapez ça sur vos moteurs de recherche, sur les différentes applis de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et vous trouverez évidemment tous les podcasts qu'on réalise régulièrement. Et je vous invite à donner aussi votre avis, à interagir bien sûr sur tout ce qu'on peut échanger. Et surtout quand on a de la matière, comme on vient, comme à chaque fois, bien sûr. Et en plus, avec le plaisir de tout ce qu'on a pu échanger avec Antoine. Et je vous dis à bientôt.